Est, le titre. La ville de Kinshasa connaît des jours sombres ces derniers temps. À chaque averse, elle se retrouve inondée et parfois même dans le noir à cause des pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale avec pour conséquence plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Ce soir, votre rédaction a fait un coup de projecteur sur les causes de ces catastrophes naturelles à répétition qui continuent d'endeuiller la population. L'émotion était forcément vive pour les Argentins qui attendaient un sacre mondial depuis 1986. C'est donc l'Argentine qui remporte pour la troisième fois la Coupe du Monde au Qatar 2022 en battant en finale l'équipe française à l'épreuve de tir au but de 4-2 après prolongation. Le score du match était de 3 buts partout, une finale digne d'une grande compétition. Que vivent les Argentins? Le prochain rendez-vous, c'est en 2026. C'est depuis hier samedi que le trafic a repris sur la nationale numéro 1 sur le tronçon compris entre Matadi-Kibala et le site appelé en vrac. Ce après la visite du président de la République sur les lieux. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur la ville de Kinshasa avaient causé plusieurs morts avec pour conséquence la coupure plutôt de la nationale numéro 1. L'agence des grands travaux annonce les dispositions qui suivent. Ce samedi 17 décembre jusqu'au dimanche 18 décembre à 12h, le passage était réservé uniquement aux véhicules en provenance du Congo central à destination de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui dimanche de 12h à 18h, le passage a été réservé aux véhicules quittant Kinshasa à destination du Congo central. Lundi 18h à 6h du matin, la route va être fermée pour la poursuite des travaux. Du côté du ministère de la Défense, on se dit satisfait de la reprise de cette voie principale d'une importance capitale. La vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rassuré de la disponibilité des vivres pour les forces loyalistes, surtout en cette période de fin d'année. Séraphine Kiloubou a effectué une descente sur le lieu en compagnie des fournisseurs des produits vivriers AfriFood et Sosimex. Jojo Ndimbou était présent. C'est sur instruction du président de la République et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que madame la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kiloubou Koutouna, a fait le déplacement au niveau des Sosimex pour s'assurer de la disponibilité des vivres en faveur des forces armées. Nous sommes ici dans les installations des Sosimex pour voir et palper du doigt la quantité et la qualité des vivres qu'ils ont pour que nous puissions procéder à la distribution pour les fêtes, des festivités de la fin d'année. Le président de la République et le premier warrior, Excellence Jean-Michel Samaloukonde, ont émis les vœux de pouvoir distribuer les choses à temps afin que les jours de la fête, que chacun soit chez soi. Ainsi, nous sommes descendus pour voir et commencer déjà de nous mettre dans le processus. Le représentant des Sosimex et d'AfriFood, ex-Congo Futur, ont salué la promptitude du geste de madame Kiloubou peu avant de s'assurer que les vivres pour les forces armées sont suffisants et seront servis à tous les militaires sans exception. Savez-vous que l'autisme n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble du développement d'origine neurologique? Eh bien, sachez que le mois de décembre est consacré aux enfants qui souffrent de l'autisme. Pour ce faire, la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a fait un don de 2 bus en faveur du centre Congotisme. Suivez ce reportage. 16 décembre de chaque année, les enfants autistes regroupés au sein de l'ONG Congotisme que pilote Elodie Bokamboulou Diakité célèbrent leur fête de Noël de façon anticipée. L'ambiance est véritablement festive. Le Père Noël est à l'œuvre pour donner du sourire aux enfants et à tous leurs parents réunis pour la circonstance par la remise de plusieurs cadeaux aux intéressés. Madame Elodie Bokamboulou Diakité, présidente nationale du Congotisme, donne le sens de cette journée. Chaque année, au mois de décembre, on fête ça fait de Noël avec les enfants autistes. On organise ça, c'est pour valoriser nos enfants avec autisme. Parce qu'on se dit, souvent à Noël, ils sont un peu délaissés. On se dit, il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il en sait pour Noël? Alors on a décidé, chaque année, les 15 ou les 16, on fête Noël avec les enfants autistes. Nous avons eu plusieurs surprises. D'abord, il y a Maman Denise qui a offert 2 bus neufs. Et la deuxième surprise aussi, il y avait la marraine de la journée, Maman Karine,
qui a amené un chèque de 20 000 $. Vraiment, tout le monde dit merci pour ça. Nous sommes reconnaissants avec la maman Elodie Diakité qui a eu l'idée, qui a initié ces centres récréatifs. Parce que ces enfants sont souvent abandonnés, taxés de tout le monde. Et par la même occasion, nos remerciements vont également à la première dame, Maman Denise Nakero Tshisekedi, pour l'acte de cœur posé en offrant au centre congotisme le 2 bis pour le transport de nos enfants. Un repas de cœur a été servi, suivi de plusieurs mélodies et pas de danse pour matérialiser et tonifier cette joie de Noël. La réussite du programme de développement de 145 territoires de la RDC passe par l'électrification des milieux ruraux. C'est dans ce cadre que l'Institut national de préparation professionnelle a organisé une formation sur l'installation et la maintenance des microcentrales hydroélectriques au centre de formation de la SNEL dans la province du Congo central. Néné Maïzana et René Ngwango. Nous sommes ici dans le cadre de l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur le processus de mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires de notre pays. L'INPP, sous le leadership de son directeur général, M. Godefroid Chimanga, en collaboration avec le projet de promotion des mini et des microcentrales hydroélectriques du PNUD, ont signé un protocole d'accord pour pouvoir accompagner les secteurs de l'électricité, mais spécialement sur les énergies propres. Et on est réunis ici au centre de formation de la SNEL au Congo central à Sanga, dans le cadre d'une session de formation de maîtres formateurs sur la construction des microcentrales hydroélectriques. Il faudrait former au moins dans chaque territoire un groupe de jeunes pour non seulement la construction des microcentrales hydroélectriques, mais également la maintenance. Il faut se préparer en amont et c'est pour cette raison que l'INPP est en train de mettre un réseau des maîtres formateurs qui pourront être déployés dans les jours à venir, bien sûr en collaboration avec les 3 agences qui sont chargées d'exécuter ou de mettre ces projets en œuvre. Et ici présentement par exemple nous avons un noyau de formateurs qui sont venus de quelques entités de l'INPP, à l'instar de la direction provinciale de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Goma et Kananga. Le projet est déjà en marche. Je pense que nous pouvons ensemble y arriver et appuyer la réussite de ces gigantesques programmes de développement des 145 territoires de la RDC. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 22/244 du 16 décembre 2022 portant prorogation de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne article 1 et prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 17 décembre 2022 l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complété à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont prorogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort cet effet à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 16 décembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilaine Mbouizaï, directeur du cabinet. Les premiers membres de l'Ordre national des experts comptables ont été cooptés selon leurs expériences. Il n'en sera plus ainsi désormais pour accéder à la profession d'expert comptable. Un atelier de sensibilisation a été organisé en faveur de 200 candidats sur les conditions d'accession à la profession. Jacques Mégé pour le reportage. La profession d'expert comptable en République démocratique du Congo n'est pas un fourre-tout. Pour y accéder, le candidat doit répondre à un critérium rigoureux exigé par l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables. Au centre culturel Boboto, dans la commune de la Gombe, les impétrants réunis ont été suffisamment renseignés sur les conditions de fond et de forme retenues par l'Ordre national des experts comptables. Les membres de la commission provinciale de stage
ont mis un accent particulier sur la formation basée sur plusieurs matières réparties en 7 unités d'enseignement, notamment les unités d'enseignement juridique, fiscalité sociale, comptabilité et audit, management du système d'information, management et contrôle des gestions, ainsi que finances. La profession ne peut pas rester une profession locale, ça doit être une profession internationale. Pour ce faire, nous devions avoir la même formation avec tous les autres collègues qui sont à travers tout le monde entier. Nous avons prévu 2 sessions d'examen au mois de janvier et au mois de juillet. Les impétrants ont également appris comment utiliser la plateforme de stagiaires, un logiciel qui permet de travailler à distance, de tout faire en ligne, question d'éviter la paperasse. Lors de jeux de questions-réponses, plusieurs aspects ont été considérés. L'apprentissage de matières en autodidacte, le centre de formation et les exigences liées au stage. Les candidats ont abondamment ainsi été éclairés. Si le premier membre de l'ordre ont été cooptés, l'ONEC tient désormais à ce que les futurs experts comptables passent par un cursus reconnu sur le plan international pour accéder à la profession d'expert comptable. Le président de la République a pris part au sommet Amérique-Afrique, au cours duquel Félix Tshisekedi a appelé le pays de l'oncle Sam à maintenir des pressions accrues sur le Rwanda pour mettre fin aux violences récurrentes dans la partie est du pays. De retour dans la capitale, le chef de l'État a effectué une visite de réconfort aux sinistrés des derniers pluies diluviennes qui avaient causé plusieurs morts. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambé-Somé. Le grand rendez-vous de Washington a vécu, à l'invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains ont participé au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Pendant 3 jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars américains pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra aussi que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Poursuivant son séjour à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche pour un entretien en bilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle ont pris part 5 autres chefs d'État africains, respectivement du Nigeria, de Sierra Leone, de Madagascar, du Libéria et du Gabon, tous les hôtes de marque du président des États-Unis d'Amérique. La politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et les investissements, autant des sujets abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix Tshisekedi a parlé du processus électoral en RDC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le chef de l'État a aussi planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'agression du groupe terroriste M23 au Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du ministre sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication plus forte des USA dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23.
Le président de la République n'a pas manqué de remercier son homologue des États-Unis pour la déclaration de Washington allant dans ce sens. L'exploitation et la transformation de matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier ont été aussi évoquées par les deux chefs d'État. Les États-Unis et la RDC se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leurs peuples respectifs. Pour sa part, le président Joe Biden a salué le leadership du président Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité de la RDC. Par ailleurs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas pris part à Washington à une réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs qui s'est déroulée au moment où il participait à la Maison-Blanche à la rencontre des 6 chefs d'État africains invités par le président des États-Unis, Joe Biden. Ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, et du Burundi, Evariste Ndayishimiye, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les 3 chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, suite à sa demande. Les relations bilatérales et les efforts régionaux pour établir la paix et la sécurité à l'est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les pluies qui se sont abattues sur la capitale, causant ainsi la mort de plus de 100 personnes, a fait la une de l'actualité de la semaine qui vient de s'achever. Ajoute à cela la clôture de la session budgétaire pour le mois de septembre à la Chambre basse du Parlement et l'arrivée des bus Transacademia qui va faciliter la mobilité des étudiants, des sujets qui ont retenu l'attention de Serge Mata dans la semaine en 5 minutes. Des 120 bus pour étudiants baptisés Transacademia, si les 600 commandés de la Chine est arrivé à Kinshasa. Ces bus viennent faciliter la mobilité des étudiants congolais. Lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Au début de cette semaine qui s'achève, Kinshasa et Doha ont signé un contrat de partenariat ayant abouti à la création des deux entreprises Primera Gold DXC pour le secteur de l'or artisanal et Primera Metals et DXC pour le secteur artisanal de 3T. L'objectif est de stopper la contrebande dans ces deux secteurs. Dans le cadre de l'initiative en faveur de la lutte contre les changements climatiques, une opération de sensibilisation des Quinoises et Quinois sur l'importance de l'arbre et la nécessité de protéger l'environnement a été organisée à Kinshasa. Question d'éveiller la conscience collective sur les causes et conséquences du réchauffement climatique ainsi que de susciter un changement de comportement. Les dégâts matériels bien plus graves et des pertes en vies humaines ont été signalés juste après la forte pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa. Dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre, la route Matadi a été coupée en 2 parties au niveau de l'arrêt Vrac dans la commune de Mongafula. Aussitôt informé, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoum Kengi, n'a pas hésité un seul instant de se rendre sur le terrain pour une évaluation des dégâts causés afin d'envisager urgemment des mesures appropriées. Pour la 3e fois consécutive, l'Assemblée nationale a voté au cours d'une séance plénière les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au lendemain de la forte pluie qui a causé plus d'une centaine de morts et de nombreux dégâts matériels importants dans différentes parties de la capitale, le gouvernement de la République a décrété, sur instruction du président de la République, 3 jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est là, à partir de ce mercredi 14 décembre 2022.
Et au cours d'un point de presse, le recteur de l'université de Kinshasa a réaffirmé la nécessité de son comité de gestion de réinventer une université susceptible de proposer et d'apporter des solutions aux problèmes de la société. C'est ce jeudi 15 décembre 2022 que la session ordinaire de septembre est essentiellement budgétaire s'est clôturée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après 4 mois d'intense activité, les députés nationaux et sénateurs sont allés en vacances et ne retrouveront les chemins de l'hémicycle qu'en mars 2023 pour une nouvelle session. La semaine qui s'achève a eu lieu la réunion de prise de contact entre la nouvelle équipe dirigeante de la RTNC et les directeurs centraux de cette entreprise publique. C'était au studio Maman Ngebi. L'occasion était toute trouvée pour la nouvelle équipe dirigeante de la radio-télévision nationale congolaise de donner des conseils et des directives en vue de générer un bon rendement au travail. Le niveau 4 des formations des personnels opérationnels de la Commission électorale nationale indépendante de près de 28 000 présidents des centres d'inscription des électeurs est préposé à l'identification dans l'ère opérationnelle 1 qui comprend 10 provinces a démarré cette semaine à Kinshasa. L'objectif de cette session étant de permettre aux participants d'apprendre les procédures sur l'opération de révision du fichier électoral dont le go sera donné le 24 décembre prochain. Le dossier de la rédaction de ce soir s'est penché sur les constructions anarchiques qui pilulent la ville de Kinshasa, avec pour conséquence les inondations et autres catastrophes naturelles. Un cas illustratif, c'est ce bâtiment construit sans le respect des normes urbanistiques dans le bassin de la rivière Makelele, non loin de l'hôpital Kitambo. Alerté par cette situation, votre rédaction est descendue sur le terrain. Peggy Mokunda nous en dit plus. Incroyable mais vrai, une partie du bassin de la rivière Makelele est transformée en un chantier. Deux murs sont érigés au grand étonnement des passants. Nous sommes sur les lits de la rivière qui sépare le commune de Bandalungwa, Kintambo et Ngalema, sur lesquels est jeté le pont Makelele. Et nous avons surpris à un moment où de temps en temps, il y a Makelele qui fait la rabatega, bassin en maï. La rivière Makelele cause énormément de dégâts au niveau où l'on érige ces immeubles. L'État est censé protéger la population pour ne pas revivre les situations semblables à celles de Matadi Kibala. Nous demandons au gouvernement et au ministère compétent de bien vouloir régler cette situation avant que l'irréparable survienne. Une fois que l'immeuble peut s'effondrer, pour Selon les plans, plusieurs immeubles vont être construits sur ces lieux où, il y a plusieurs années, les débordements de la rivière avaient délogé des occupants. En tant que technicien, je constate que cette construction est un risque pour les résidences de ce coin. Celles-ci ne respectent pas les normes urbanistiques. Les nouveaux acquéreurs ont également confisqué l'espace réservé à la construction de la morgue de l'hôpital de Kintambo. Des jeunes sans emploi qui vivent de la vente de sable se retrouvent dans la rue. Nous avons été surpris du jour au lendemain, au moment où les travaux de construction ont débuté. C'est dans ce lieu que nous travaillons et gagnons notre pain. C'est ici que nous avons de quoi survivre pour élever nos enfants. Nous avons abandonné nos mauvaises habitudes. Ce lieu nous offrait du travail pour subvenir à nos besoins. Actuellement, nous ne savons pas comment faire pour subsister cette carrière qui nous donnait un petit rien, mais aujourd'hui, nous avons été privés de notre gagne-pain. Nous souffrons et exhortons le gouvernement à nous trouver un autre lieu de travail. Les rétrécissements de la rivière Makelele au niveau du pont va provoquer des dégâts incalculables à la tombée des pluies. La nouvelle cité et les anciennes maisons sont en danger selon les urbanistes. La furie des eaux n'épargnera rien sur son passage. Qui a autorisé cette construction? Aucune réponse des services compétents ne nous a été fournie.
Et puis les inondations sont l'expression de la colère des eaux. Cela arrive lorsque le lit de rivière se rétrécit, notamment par des constructions anarchiques qui poussent comme des champignons et la mauvaise gestion des déchets ménagers. Pourtant, en son temps, la chaîne nationale avait tiré la sonnette d'alarme quant à ces catastrophes naturelles. Retour en images sur ce dossier qu'avait réalisé Malumbela sur le cas de la rivière Kalamou. Voici les conséquences fâcheuses dans l'environnement, conséquences dues à la mauvaise gestion des rivières dans la ville de Kinshasa qui compte un bon nombre de cours d'eau. C'est le cas de la rivière Funa, appelée communément rivière Kalamou, remplie de plus de lustres, des immondices de toutes sortes. Visiblement, ces déchets sont entassés en un îlot massif qui empêche la rivière de respirer. Son lit d'un temps est considérablement rétréci, ce qui altère son fonctionnement naturel. Et l'odeur nauséabonde qui dégage ces cours d'eau suffisent à repousser les visiteurs. Ici, la santé publique est continuellement menacée. Les habitants victimes des inondations récurrentes après les pluies diluviennes se confient et dénoncent l'absence de la gestion efficiente de cet espace vital. Banda, président Kabila le père. Le dernier curage remonte d'il y a plus de 20 ans. À l'époque du feu président Laurent Désiré Kabila. Nous étions épargnés des inondations, mais actuellement, faute de ces travaux, à chaque pluie, les eaux débordent. Ici, le premier problème demeure le curage de cette rivière Kalamou, pour nous éviter les dégâts matériels et morts d'hommes. C'est bien. Mais le problème de Kalamou, c'est le curage. Les mauvais états écologiques de la rivière Funa, appelée communément rivière Kalamou, n'est plus à démontrer. Arrivé dans la commune de Kalamou, le bourgmestre s'est refusé à tout commentaire face à cette situation. Mais d'autres compatriotes qui militent pour la préservation des rivières et de ces espaces, comme cet expert en hydrologie, le professeur Modeste Kisangala, propose des pistes et des solutions. Cette rivière aujourd'hui fait couler beaucoup. Les maisons qui sont le long de cette rivière, ils ont connecté directement les tuyaux de l'air fosse septique à cette rivière à l'époque coloniale. On laissait au moins 50 à 100 mètres pour permettre aux engins de passer pour faire le curage. Et cet espace-là réservé pour ces gens de travaux, aujourd'hui sont occupés par des habitations. Pour moi, il faut passer par l'expropriation. Les ponts jetés sur la rivière Funa, appelée rivière Kalamou, en construction sur l'avenue Bongolo, ne va pas résoudre le problème d'inondation tant que les travaux de curage ne sont pas toujours exécutés. À laisser entendre cet expert. L'hôtel de ville doit protéger ces rivières en construisant en dur, n'est-ce pas, les héberges. Nous demandons à l'hôtel de ville, c'était son rôle. Et nous veut dire, c'est dans leur rôle, n'est-ce pas, de mettre à la disposition des communes des véhicules pour récupérer les déchets. Éparpillés le long de la rivière Funa, ces déchets ont défiguré l'urbanisation des quartiers environnants et présentent un paysage moins attrayant de ces quartiers YOLO, alors que cette rivière peut offrir plusieurs bénéfices en faveur de la biodiversité, d'un bon cadre de vie, voire du tourisme, et le développement économique et social des communes riveraines, aussi bien que de l'adaptation au changement climatique. La prévention des risques est l'un des moyens les plus efficaces pour anticiper les catastrophes naturelles. D'où cette question, quelle est la responsabilité de l'État congolais face à ces calamités naturelles et quelle est la politique du gouvernement de la République pour éviter le pire? La réponse dans cette chronique de la rédaction. Regardez. On aurait bien souhaité que ces morts précoces et évitables de Matadi Kibala soient les dernières, qu'elles aient pour cause l'inefficacité de l'administration, la faiblesse de gouvernance de la cité ou encore la myopie généralisée dans le chef de ceux qui ont les décisions à prendre. La coupe déborde. Mais l'histoire est pleine d'éléments pour nous convaincre du contraire. Voir tout ça et passer son chemin, si ce n'est pas la démission de l'État, en tout cas ça y ressemble beaucoup. Les terrains accidentés, inadaptés aux habitations sont légion à Kinshasa,
à Bukavu, bref à travers le pays. Des rivières mal entretenues sortent régulièrement de leur lit quand les pluies diluviennes s'abattent sur les villes. Des habitations s'écroulent, des glissements de terrain s'ensuivent, des corps sont ensevelis. Les appels à l'autorité sont lancés, la même autorité qui a donné des autorisations de bâtir. On passerait des nuits à compter les cas de ces négligences coupables. Ces accidents ne sont pas exhaustifs. Ils sont illustratifs d'une façon de faire. Les hommes passent mais les habitudes ont la peau dure. À chaque niveau de responsabilité, il y a une autorité qui doit prendre la décision pour que ça aille dans la bonne direction. Et pourtant, ça semble toujours les surprendre. Le changement du narratif passe aussi par le changement des procédés. Car, dit-on, les actes parlent plus fort que les paroles. Anticiper les condoléances aux familles éprouvées par la prévention des risques, c'est aussi possible d'y mettre de la promptitude. Il faut des mesures impopulaires. Elles feront couler des larmes, mais elles préserveront des vies humaines et économiseraient des ressources. Faites sévir la loi, détruisez les habitations sur les terrains inappropriés, chassez les vendeurs qui jonchent les artères. Ils pleureront certes, mais seront encore en vie et pourront se réessayer ailleurs, avec l'accompagnement des pouvoirs publics bien sûr. L'État n'a pas d'émotion, il n'a que la raison. C'est même ça le sens de la puissance publique. L'université officielle de la ville de Mbuji-Mayi aura bientôt ses propres bâtiments. Les travaux de construction ont été lancés au mois d'avril 2022 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Certains observateurs déplorent quand même le retard dans l'exécution des travaux. Médard Rombouyal pour le reportage. Et après 30 ans d'existence, l'université officielle de Mbuji-Mayi aura désormais son propre campus. Le projet consiste à construire des auditoires et des halls. Le marché a été remporté par des Biélorusses. Ils ont confié à leur tour la sous-traitance aux Indiens sur le sol congolais du Kasaï oriental. Depuis le mois d'avril, il y a un programme spécial financé par la présidence de la République et le gouvernement national de construction. On est à la 30e année d'existence de cette université, de construction d'une université digne de ce nom. Elle sera petite, c'est seulement 16 auditoires, mais en réalité nous avons besoin de 65 auditoires si on veut fonctionner en plein régime. L'université officielle de Mbuji-Mayi est-elle une réponse aux défis auxquels la province du Kasaï oriental est confrontée? Nous louons des espaces sur l'ensemble de la ville de Mbuji-Mayi. Et souvent c'est parfois des salles paroissiales. Il y a même des paroisses qui nous les laissent gratuitement à condition qu'on contribue à l'entretien, à la propreté. Mais on loue aussi des salles de communautés confessionnelles. 11 000 étudiants fréquentent chaque jour l'université avec des salles de classe éparpillées à travers la ville. Entre-temps, les travaux sur les chantiers accumulent du retard. Fin de l'année académique 2021-2022 à l'Institut national des arts. La cérémonie officielle a eu lieu hier samedi dans l'enceinte même de cet institut. Les récipiendaires se disent honorés d'avoir bénéficié du nouveau système LMD instauré dans chaque université par le gouvernement de la République. Mireille Ndeke et Eric Kabamba pour le reportage. Une année académique particulière pour toutes les universités et instituts supérieurs de la RDC qui ont basculé dans le système LMD, licence, master et doctorat, mettant en œuvre un nouveau système d'encadrement au profit des étudiants congolais. Les étudiants de l'année académique 2021-2022 à l'INAM sont heureux d'en bénéficier. Bernadette Pundou, l'une des récipiendaires et porte-parole des lauréats à l'occasion de la cérémonie de clôture académique, témoigne leur connaissance aux encadreurs pour la qualité de la formation reçue. Nous profitons de cette opportunité pour réitérer nos remerciements au directeur général et à son équipe pour tous les sacrifices consentis pour notre encadrement efficient à l'INA. Merci aussi pour la matérialisation du nouveau campus de l'INA qui deviendra à coup sûr un espace de diffusion de la culture au cœur battant de l'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. Sentiment réciproque pour les encadreurs qui ont encouragé les lauréats pour leur assiduité et leur détermination. Ils ont également appelé les étudiants ayant échoué à ne pas baisser les bras.
Soyez, s'il vous plaît, chers lauréats, ceux qui font, pas ceux qui rêvent. Vous aurez plus de non que de oui. Cela ne doit pas vous décourager. Même si vous échouez 10 fois. Aussitôt lancés dans le monde du travail et de la pratique, ces finalistes de l'INA formés dans plusieurs domaines, notamment la musique, l'art dramatique, l'animation culturelle et autres, sont prêts à présenter leur savoir-faire à la nation congolaise, étant donné que l'INA figure parmi les instituts supérieurs de l'art des renom en Afrique. Et puis le directeur national du programme national de l'hygiène aux frontières se dit satisfait des réalisations entreprises par son programme. Regardez. La jeunesse du district de la Tchangou dispose désormais d'un grand centre de loisirs dénommé Bercy, inauguré ce samedi 17 décembre 2022, en présence de nombreux députés nationaux venus apporter le soutien à leurs collègues Maria-Ange Lukiana Moufankolo. Le centre récréatif est l'œuvre du docteur Emmanuel Lukiana Lutuna, situé au quartier 3 Kingasani. Un espace qui va aider à l'organisation des conférences, des échanges, de réunions et d'autres activités liées à l'encadrement des jeunes, surtout pour lutter contre la délinquance juvénile et le banditisme Hermès Dikuluna. La volonté de servir a permis de mettre en place ce cadre dont les recettes seront destinées à appuyer les actions sociales d'un grand réseau d'orphelinats dénommé Hop Espoir qui encadre plus de 2000 orphelins. Pour pérenniser les soins de santé dans ces centres, il y a eu multiplication des initiatives, notamment Bercy, qui pouvant donner des moyens financiers conséquents, a déclaré Dr Emmanuel Tuna. L'idée avait été de mettre en place, développer un endroit récréatif qui puisse être de normes modernes, avec près de 1000 places assises, dans un confort, d'avoir des séminaires ou des conférences, d'avoir des criades, mais aussi être un élément de développement du quartier, de la commune et de la ville. Création d'emplois. Ainsi, ce centre Bercy a donné de l'emploi aux jeunes. Les serveurs, les restaurateurs, la sécurité et autres ont été engagés. Voilà, c'était un reportage de Blaise Kitiki qui parlait de l'ouverture d'un centre récréatif dans le district de la Tchangou par la députée nationale Marie-Ange Lukiana. Je disais tantôt, le directeur national du programme national de l'hygiène aux frontières se dit satisfait des réalisations entreprises par ce projet. Chati Kiwewe pour le reportage. Le programme national de l'hygiène aux frontières PNHF, service spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a pour mission d'assurer le contrôle sanitaire des frontières de la RDC, ce conformément au règlement sanitaire international 2005, aux accords, conventions ainsi qu'à la législation nationale. Cette année, là, nous sommes en train de contrôler la situation à nos points d'entrée par rapport à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit présentement en Ouganda. Le programme national de l'hygiène aux frontières pose des actes qui ont des conséquences sur la mobilisation des recettes. Le docteur Christian Kabaseli, le responsable de ces programmes, s'explique. Nous sommes un service du ministère de la Santé qui a pour mission le contrôle sanitaire aux frontières. Mais nos actes ont une conséquence sur la mobilisation de recettes. Certains de nos actes que nous posons ont été retenus par les législateurs congolais comme actes générateurs de recettes. C'est ainsi qu'on est concerné par moment par la mobilisation de recettes. Alors par rapport à ce qu'une certaine opinion pense, nous n'avons pas créé des taxes. Aujourd'hui, les gens devront savoir qu'au niveau de point d'entrée, il y a d'un côté des taxes et de l'autre côté ce que nous appelons l'intrant. Alors la perception en rapport avec les intrants est consacrée par l'arrêté interministériel qui fixe le taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Santé. Donc nous n'avons rien inventé. Ce que nous percevons en dehors de la taxe est consacré par la loi et ça concerne les intrants. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous mobilisons pour le Trésor et je souligne ici que ça fait 3 années d'affilée, nous atteignons et dépassons les assignations qui nous sont fixées par la DGRAT. Alors, les intrants, je venais de dire, c'est consacré par l'arrêté interministériel. C'est les moyens pour nous permettre de poser certains actes, notamment la désinfection et autres. Et dans l'intrant, nous considérons le personnel qui est commis à ces tâches, nous considérons les produits qu'on utilise, nous considérons le matériel, et il y a bien de choses que nous devons réunir pour poser ces actes sanitaires au point d'entrée. Et ça, ça ne devrait pas en principe concerner le Trésor. Quant au prétendu détournement, les responsables du programme national de l'hygiène aux frontières restent sereins. Du fait que le dossier est en justice, nous nous abstenons de faire des commentaires. Nous avons confiance en notre justice. Nous savons que la justice fera son travail.
Mais quant à ce qui nous concerne, nous sommes à la disposition de la justice comme on l'a été depuis le début. Et nous avons tous les éléments pour démontrer le contraire de ce qui s'est dit. Le service de l'hygiène aux frontières est un filet de sécurité en ce qui concerne l'infiltration dans les pays des maladies venues d'ailleurs et les tours de contrôle sanitaire en République démocratique du Congo. La coordination du projet PASSA a procédé à une mission de service de supervision et d'évaluation partielle du secteur agricole dans la province du Nord Kivu et du Congo central. Le reportage. Du 4 au 14 décembre, les acteurs concernés par le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, PASSA-NK en sigle, ont procédé à l'évaluation partielle de leurs activités. Le PASSA-NK vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages bénéficiaires du projet. 4 cultures sont ciblées, à savoir le maïs, le riz, la pomme de terre et le café arabica. Délocalisé pour des raisons de sécurité à Zongo au Congo central, le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le gouvernement, au travers cette mission de supervision partielle, ont passé en revue le niveau de réalisation des activités du PASSA-NK à la fin de l'année 2022, après la revue à mi-parcours et par rapport au plan de travail biannuel 2022, a précisé le directeur pays du FIDA, Valentine Achancho. Les résultats sont satisfaisants. Vous connaissez la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, et donc il n'est pas facile de mettre en œuvre les opérations de développement. Et si le projet continue à appuyer les bénéficiaires, ça veut dire qu'il faut donc féliciter l'équipe de projet. Pour ce qui est du niveau d'exécution des résolutions et recommandations au cours de l'année 2022, le coordonnateur du PASSA-NK précise. On doit faire de sorte que nous ayons une bonne stratégie de sortie qui nous permet de durabiliser les actions du projet après la clôture du projet qui interviendra en 2027. On prépare à ces travaux les organisations paysannes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. La mission nous a recommandé de former les comités de gestion très rapidement à gestion des infrastructures. 3 entrepôts de 500 tonnes sont déjà construits. Il faut dire que le FIDA, à travers le PASSA-NK, a impacté 17 384 bénéficiaires, soit 121 688 membres des ménages. L'Office national des produits agricoles du Congo a clôturé les travaux de révision budgétaire et exercice plutôt 2023. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'ONAPAC, Richard Kalala, et Marthe Mangaza. Cette journée solennelle où nous clôturons nos travaux de la session budgétaire. Clôture ce vendredi 16 décembre des travaux de révision budgétaire, exercice 2023 à l'Office national de produits agricoles du Congo, en présence de plusieurs cadres de cette structure tels que le directeur général de l'ONAPAC, la présidente du conseil d'administration, le directeur général adjoint, les experts agricoles et bien d'autres invités. Un bilan de recettes de l'exercice 2022 et une prévision de l'an 2023 a été présenté. Empêché, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga Birianze, a été représenté par la PCA, Marie-Louise Olela Niessa, au cours de ces assises. Les recettes de l'ONAPAC appartiennent à tout le monde, a martelé le directeur général de l'ONAPAC, Guy Bompaté, avant de faire montre de ses impressions à l'issue des travaux de révision budgétaire lancés depuis le lundi 12 décembre dernier. C'est un grand travail que nous avons abattu et nous avons le résultat parce que nous avons notre tableau de bord de gestion qui va nous permettre l'année prochaine de faire un bon travail. Avoir ce tableau de bord, ça va permettre à payer les travailleurs, ça va permettre à investir, ça va permettre de prendre les retraités en charge. Des échanges fructueux ont débouché de ces entretiens avant la remise d'actes d'engagement aux différents directeurs de l'intérieur pour clore une session budgétaire qui a atteint ses objectifs. Le mouvement de solidarité pour le changement organise chaque semaine des matinées politiques, une occasion pour son président Laurent Batomona d'interpeller le gouvernement de la République sur la mise sur pied d'un plan de prévention des risques naturels pour éviter toutes les inondations et éboulements de terre dans la ville de Kinshasa. Jean-Pierre Ndolodemazo.
3 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit de l'analyse du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, les 3 jours de deuil national décrétés par le président de la République suite aux inondations qui ont endeuillé plusieurs familles à travers la capitale Kinshasa. S'agissant de la pluie qui a causé des dégâts humains et matériels à Kinshasa, les cadres et militants du MSC ont proposé des pistes de solutions pour éviter dans l'avenir pareille catastrophe. Nous demandons vraiment aux autorités de prendre conscience, de venir vraiment en aide à toutes ces familles ici parce que nous sommes vraiment très tristes de voir nos compatriotes dans de telles conditions. Les charges sont partagées entre la population et l'État congolais. En fait, là où c'est écoulé, là où il y a eu des dégâts matériels, il n'y a pas les parcelles ne sont pas vraiment urbanisées. Ce sont des constructions anarchiques. Alors, nous interpellons les autorités locales de bien faire leur travail. Parce que quand ils laissent les gens construire comme ça en désordre, voilà là où ça nous amène. Le mouvement de solidarité pour le changement, toujours à l'écoute de la population, avec son leader Laurent Batoumona, compatit avec toutes les familles éplorées et exhorte le gouvernement à réfléchir pour trouver une solution durable aux problèmes d'inondation dans la ville de Kinshasa. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Peggy Mukunda revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.